Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous parler ce matin de l'initiative germano-africaine pour la jeunesse, notamment en ce qui concerne le fonds d'innovation. Le fonds d'innovation a été lancé récemment, à mi-janvier, pour permettre aux jeunes, aux organisations de jeunesse, de pouvoir soumettre une candidature à l'appel à proposition de projet qui a été lancé en mi-janvier. Nous avons organisé une séance d'information récemment à l'intention des soumissionnaires potentiels. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette séance d'information, nous réalisons cette vidéo pour leur permettre donc de suivre et de postuler aussi. Pour ceux qui avaient suivi la première présentation, le premier appel à proposition de projet, il y a eu quelques changements, donc notamment en ce qui concerne l'éligibilité du demandeur pour les différents guichets de financement. Les plafonds budgétaires ont changé, également les modèles de contrat pour les subventions locales et les conditions d'aptitude commerciale et juridique des destinataires. Toutes ces modifications sont marquées en rouge dans les diapos que vous allez suivre. Alors, le projet AGI, c'est quoi? Le projet AGI tourne autour de l'objectif 2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont l'objectif est d'offrir aux jeunes africains de meilleures opportunités, surtout, notamment dans le domaine de l'éducation, de la formation, le renforcement de compétences, des emplois et opportunités économiques, des loisirs et d'autres activités culturelles. Dans cette perspective, l'initiative est une initiative conjointe entre l'Allemagne et la Commission de l'Union africaine pour améliorer les échanges de jeunes en mettant l'accent surtout sur les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors le fonds de rénovation du projet AGI, c'est quoi? C'est un dispositif concurrentiel de subvention financé par la GIZ et géré par GFA Consulting Group selon les règles de la GIZ. Et je voudrais vous dire qu'il y a 3 guichets de financement. Le premier concerne le soutien aux structures ou réseaux d'anciens élèves appelés alumni. Il y a le second qui est le domaine, donc c'est des modèles, des projets de modèles et approches d'échanges innovants. Et le troisième domaine, c'est l'action communautaire. Alors, comme je vous le disais à l'entame de cette présentation, c'est que en octobre 2019, nous avions lancé le premier appel qui a été clôturé le 15 novembre 2019. Donc, on a retenu un certain nombre de projets. 12 projets ont été retenus au terme de cet appel-là, premier appel. Et les contrats sont en cours de signature en ce moment. Le second appel a été lancé le 15 janvier et sera clôturé le 29 février prochain. Donc, je voudrais vous parler maintenant des pays participants. Qui sont ceux qui peuvent postuler? Il y a l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Bénin, qui est aussi une plaque tournante pour le Togo et le Ghana. Vous pouvez bénéficier de soutien technique au niveau de l'Afrique du Sud en vous adressant à WESA, notamment M. Denis et Mike Denison. Vous avez son adresse email qui est à l'écran. Vous avez également en Tanzanie le TYC, dirigé par Georges Kessi. Georges Kessi, son adresse aussi est là. Et au Bénin, qui est aussi, je le disais tantôt, une plaque tournante pour le Togo et le Ghana, Monsieur Fawaz Aya de la GIZ AGI Bénin. Alors pour le soutien administratif local de GFA, vous vous adressez en Afrique du Sud à Monsieur Yuri Van Mierkerk, dont l'adresse email est affichée. En Tanzanie, c'est Monsieur Joël Mwakitalu. L'adresse email aussi est affichée. Et au Bénin, plaque tournante pour le Togo et le Ghana, Jean-Marie Humbo, dont aussi l'adresse email est affichée.
Alors, je vais vous parler maintenant de l'éligibilité. Qui sont ceux qui peuvent soumissionner? Il y a les résidents, donc des pays éligibles, à savoir le Bénin, le Togo, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Tanzanie. Ces pays-là sont les pays éligibles. Et ils peuvent postuler dans les différents créneaux de financement dont je vous avais parlé tantôt, à savoir le soutien des structures et réseaux d'anciens élèves alumni. Et là, la tranche d'âge, c'est de 14 à 35 ans. Également, pour des projets relatifs à des modèles et des approches d'échange innovants, ça concerne toute tranche d'âge. C'est la même chose pour les actions communautaires. Alors, qui sont ceux qui peuvent soumissionner? Ce sont les organisations enregistrées. Donc, les organisations d'anciens élèves. Donc, je vais parler des alumni d'un programme d'échange de jeunes germano-africains ou d'un programme de service volontaire de jeunes germano-africains. Également, il y a des organisations d'accueil et d'envoi de jeunes volontaires, des organisations enregistrées. Ce sont des programmes de jeunes, d'échange de jeunes germano-africains ou programmes de service de volontaires de jeunes germano-africains. En ce qui concerne les organisations enregistrées préparant un projet dans le cadre de l'échange de jeunes germano-africains, il faut savoir que vous êtes une organisation opérant dans le volontariat et les échanges, mais vous n'avez pas encore commencé à échanger, ou bien vous n'avez pas un programme, vous n'avez pas encore échangé avec l'Allemagne des volontaires ou des programmes d'échange. Donc, vous avez un projet dans ce sens. Si vous préparez un tel projet, vous êtes aussi éligible. Mais dans ce cas précis, il faut nécessairement une brève description du projet et le nom de l'organisation de jeunes germano-africains qui est prévu comme futur partenaire et avec qui vous voulez travailler. Il y a également des organisations parentes, c'est-à-dire que vous êtes une organisation enregistrée, mais vous pouvez aussi parrainer des jeunes qui ne sont pas enregistrés. Et ici, il s'agit surtout des alumni. Justement, pour ce qui concerne ces jeunes-là, les jeunes non enregistrés, ils vont poser leur candidature sous l'égide d'une organisation enregistrée, que nous appelons organisation mère ou organisation parente, et le contrat sera signé avec cette organisation mère. C'est l'organisation enregistrée qui sera nécessairement... c'est avec cette organisation qu'on va... Vous savez, lorsque vous n'avez pas une reconnaissance juridique, vous ne pouvez pas contracter. Donc, c'est pour ça que nous insistons là-dessus. Alors, l'organisation mère aussi peut postuler et soumettre donc un certain nombre de demandes pour différents groupes de jeunes. Donc, ils peuvent soumettre ils peuvent parrainer plusieurs groupes d'alumni, mais ils ne peuvent soumettre qu'un seul projet eux-mêmes. Donc, eux-mêmes, ils peuvent postuler pour un projet, mais un seul. Ils ne peuvent pas postuler pour deux projets. Alors, nous avons parlé des pays éligibles, des organisations éligibles. Parlons maintenant des pays de mise en œuvre. Les pays de mise en œuvre, suivez très bien, il s'agit du Ghana, du Bénin, du Togo, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et de l'Allemagne. Alors, vous voyez, l'Allemagne est un pays de mise en œuvre, mais l'Allemagne n'est pas un pays éligible. Et ça, c'est très important. Donc, l'action peut être mise en œuvre en Allemagne, mais le candidat doit être basé dans l'un des pays africains éligibles. Et alors, les actions éligibles, comme on l'avait déjà parlé, je vais parler surtout des budgets maintenant. Le budget pour chaque action, c'est-à-dire fenêtre de financement ou guichet de financement, c'est 12 000 euros. Pour les soutiens aux structures et réseaux d'anciens élèves ou bien alumni, et les actions communautaires et également les projets relatifs à des modèles et approches d'échange innovants. Tout est 12 000 euros maximum. Donc, ça part de 2 000 euros à 12 000 euros.
Donc, si vous avez un projet de moins de 2 000 euros, vous n'êtes pas éligible. Mais à partir de 2 000 euros jusqu'à 12 000, vous êtes éligible. Si vous faites un projet qui dépasse 12 000 euros, ce ne sera pas pris en compte. Mais attention, dans la demande, il faut choisir une seule action éligible. Sinon, la demande sera rejetée. Et deuxième avertissement, c'est qu'une demande gagnera plus de points lorsqu'elle cible des groupes marginalisés, en ce qui concerne l'âge, le sexe, la classe, l'appartenance, la langue, l'éducation, les handicaps, etc. Alors, les coûts éligibles. Quels sont les coûts éligibles? Nous en avons 6 catégories. La première catégorie concerne les fournitures, les frais d'affranchissement, les frais de téléphone, les frais bancaires, loyer du bureau, jusqu'à 50% du coût total. Ici, je vais attirer votre attention sur le fait que les frais d'affranchissement concernent surtout les rapports qui seront envoyés par courrier express en Allemagne. Donc, il faut faire très attention lorsque vous êtes en train de déterminer ces coûts-là. Il faut en tenir compte. Et ces coûts ne peuvent pas dépasser 50% de votre budget, du budget total. C'est-à-dire, le montant de votre subvention vous ne pouvez pas utiliser plus de 50% pour cette première catégorie de dépenses de coûts éligibles. Deuxième catégorie de coûts éligibles, il s'agit des déplacements, mais là aussi c'est jusqu'à 50% du total autorisé. Vous savez, donc, comme il s'agit d'échanges, bon, vous pouvez prendre la décision d'aller en Allemagne ou quelque chose. Donc, les billets d'avion, ça coûte cher, mais vous ne pouvez pas utiliser plus de 50% du budget de la subvention pour effectuer des déplacements. Alors, troisième catégorie de coûts, il s'agit des ateliers de formation, les formations. Et pour chaque atelier ou formation, il faut, disons, déterminer un budget séparé. Donc, si vous avez 3 ateliers, vous devez faire un budget pour chaque atelier et bien détaillé dans le budget. Il y a maintenant en 5e catégorie, c'est les frais de personnel. Et là, on utilise jusqu'à 30% du total des frais autorisés, c'est-à-dire du budget total de l'action. Maintenant, là, dans cette catégorie, on distingue, disons, ce que les Anglais appellent top-up payment, et c'est les suppléments de rémunération. Ensuite, nous avons aussi les services de consultants, donc tous les frais liés aux services de consultants aussi sont pris en compte dans cette catégorie. Et la 6e catégorie, il s'agit notamment des frais de publication, des études, recherche, traduction, interprète, suivi. Alors, pour cette catégorie, il faut comprendre que la subvention locale de AGI ne peut pas être utilisée pour le cofinancement des demandes de projets pour les programmes d'engagement global. Il s'agit notamment de ASA, de NSA, du CHAT, du YYWB, Westworld, etc. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les fonds de AGI pour pouvoir compléter ceux de l'engagement global. Alors, pourquoi? Parce que c'est déjà des ressources du gouvernement allemand. Donc, vous ne pouvez pas utiliser 2 fonds financés par le gouvernement allemand pour votre action. Alors, nous allons parler maintenant de la durée. La durée du projet, c'est de 5 mois. Donc, si vous initiez un projet, vous devez le réaliser au terme de 5 mois. Alors, il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de possibilité de prolongation de durée des projets. Et aucune possibilité n'existe en ce qui concerne la modification du budget. Donc, si vous avez fait votre budget, il doit être... il est unique et il ne peut pas changer avec le temps. Alors, comment on va soumissionner? La procédure de soumission, c'est d'abord l'information
en ce qui concerne les informations générales, c'est sur le site web. Vous verrez tout à l'heure à la fin, je vais vous donner sur quel site vous allez trouver cela. Alors la langue, il faut choisir. Vous avez le choix entre l'anglais et le français. Donc les documents qui sont en Swahili seront disponibles pour l'orientation, mais toutes les demandes doivent être, doivent être soumises en français ou en anglais. Certaines informations administratives, je vous l'ai dit, doivent être saisies en ligne. Et la proposition de projet, le budget, le cadre logique, le plan de travail sont des documents distincts que vous pouvez télécharger sur le site qui vous sera indiqué. Toujours dans le domaine des informations générales, je voudrais vous conseiller de commencer par remplir ou bien élaborer le cadre logique, le plan de travail et le budget. Et au fur et à mesure, il faut consulter la grille d'évaluation des propositions pour vous assurer que votre proposition peut obtenir le nombre maximum de points. Alors, vous pouvez bénéficier de supports en ligne en posant des questions qui sont soumises par courrier électronique dans les 2 semaines suivant la publication de l'appel, et à la 3e semaine, vous allez recevoir des réponses à vos questions. Je crois que en ce moment précis, la possibilité n'existe plus pour poser des questions parce que le temps est déjà parti. Alors, quelle est la première étape pour la soumission? Vous devez renseigner un certain nombre d'informations, notamment en ce qui concerne le candidat. Il faut fournir les coordonnées de contact et également fournir le document d'enregistrement. Ensuite, il y a les questions relatives au système de gestion et de comptabilité du demandeur ou bien du soumissionnaire. Il y a la confirmation de la lutte contre la corruption et également les actions éligibles visées par la proposition. Alors, on vous posera également quelques questions complémentaires, notamment en ce qui concerne comment vous avez entendu parler de cet appel et quelle est la qualité du soutien que vous avez reçu localement. Nous parlons maintenant du cadre logique. Le cadre logique, vous avez vu, on donne un format, c'est juste un format, c'est-à-dire un modèle pour pouvoir postuler. Donc, dans un premier temps, vous avez les résultats attendus et c'est-à-dire la logique d'intervention. Il y a les indicateurs, il y a les valeurs cibles, les sources et les moyens de vérification et les hypothèses. Donc vous avez les résultats, les activités. Faites très attention lorsque vous remplissez, parce que quand on parle de cadre logique, vous devez entrer l'action, c'est-à-dire mentionner l'action et l'organisme qui est en train donc d'appliquer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de cela qu'il s'agit et nous allons poursuivre donc avec le plan de travail. Le plan de travail, lui aussi, il faut commencer par remplir l'action pour laquelle vous postulez et le nom de l'organisme demandeur. Et les activités doivent être programmées, planifiées sur les 5 mois que va durer le projet. Alors, donc, vous voyez M1, M2, M3, M4, M5. Et quand vous saisissez chaque résultat, vous devez décrire l'activité, les différentes activités qui en découlent. Donc, les documents devant servir de preuve de la mise en œuvre doivent être aussi démontrés. Les rubriques de la proposition de projet, il y en a en tout 11. Vous avez d'abord la logistique et le calendrier, les informations de base, l'objectif général, l'objectif spécifique et les résultats attendus. Vous avez la définition des indicateurs et des sources de vérification,
les activités liées à chaque résultat escompté, les hypothèses. Ici, les hypothèses, ce sont des actions pour lesquelles le demandeur n'a pas de moyens de le contrecarrer, mais si cela advenait, ça peut compromettre donc le projet. Alors, ensuite, en certaines positions, nous avons la méthodologie, la cohérence avec les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Vous avez également la durabilité attendue, c'est-à-dire, est-ce que votre projet, quand il va prendre fin, on pourra, disons, en mesurer les impacts. Et naturellement, il y a le suivi et la justification du budget, c'est-à-dire les moyens, pourquoi il vous faut ce budget, et si ce budget ne vous était pas alloué, comment est-ce que cela pourrait compromettre, disons. Ici, il est important de comprendre que la police a utilisé pour la proposition de projet, c'est la police aérienne. Point 11. Et le nombre maximum de pages, c'est 5 pages et demie. Et les informations complémentaires sur la façon de remplir les différents chapitres sont données dans le format. Alors, le modèle de budget est en Excel. Le modèle de budget est en Excel. Il ne faut pas soumettre un budget en PDF. Le budget doit être en Excel. Il ne peut pas être soumis non plus en Word. Et on doit se référer au format qui a été fourni, que vous pouvez télécharger donc sur le site web. Le soumissionnaire, ou du moins le contributeur, se réserve le droit de discuter des modifications à apporter au budget proposé, si ça en est besoin. Le budget doit être soumis en Excel et non en format PDF, comme je vous l'avais dit, ou tout autre document. Si le budget n'est pas soumis sous cette forme-là, sous ce format, alors la demande sera purement et simplement rejetée. Il n'y a rien à faire, ce sera comme ça. Et le seul convertisseur de devises à utiliser, c'est HTTP vous le verrez donc à l'écran. C'est cela qu'il faut utiliser pour convertir, disons, les monnaies locales en euros. Alors, je vous préviens, ici, j'attire votre attention sur le fait que l'utilisation du taux de change local pourrait conduire à un budget en euros plus élevé et non éligible en ce moment. La procédure d'évaluation, dans un premier temps, le panel va faire le contrôle de conformité, c'est-à-dire que les documents que vous avez soumis, est-ce qu'ils respectent les formats que nous avons indiqués. Et si vous passez ce cap, si vous avez un seul non, c'est que votre demande sera rejetée. Et celles qui ne seront pas rejetées vont faire l'objet d'évaluation technique et financière. Donc, la proposition sera évaluée avec les pièces justificatives à l'aide d'une grille d'évaluation que vous avez aussi dans les annexes. Et c'est à la suite de cela qu'une liste restreinte basée sur les points d'évaluation obtenus sera établie et maintenant soumise à l'évaluation, l'évaluation de la Commission de l'Union africaine. Je vous dis ici aussi que si l'une des questions de la rubrique information administrative est incomplète ou si la réponse est négative, la demande est rejetée à ce stade de l'évaluation. Alors, pour parler des quotas par pays, c'est que on va sélectionner les 4 meilleures propositions pour chaque pays. Dans le cas du Bénin, du Togo et du Ghana, c'est 4 pays pour ce groupe de pays aussi. 4 meilleures propositions pour le Bénin, le Ghana et le Togo. Alors, c'est une procédure concurrentielle. Donc, la liste sera
une liste restreinte basée sur les points d'évaluation obtenus, quel que soit le pays d'application, et une liste d'attente prioritaire sera établie lorsque on aura retenu les 4 par pays. Et vous savez, à la suite de cela, les soumissionnaires, je dois appeler votre attention sur le fait que seules les demandes ayant passé le cap de la concurrence administrative, enfin de la conformité administrative, pourraient donc faire l'objet de contrôle, pourraient faire l'objet donc d'évaluation technique. Alors pour contractualiser, on va se renseigner sur ce que vous avez fourni comme renseignement administratif. Donc là, il y a un groupe de personnes qui va se déplacer et aller à votre siège pour vérifier les informations administratives fournies. Ce que nous appelons due diligence. Donc quand on aura fait cela, ceux qui auront passé le cap de ce contrôle légal de conformité vont maintenant, leur candidature sera définitivement retenue si éventuellement donc ils passaient ce cap-là. S'ils ne passent pas le cap, on va les déclasser et prendre des projets qui sont sur la liste supplémentaire. Et ce n'est qu'après ça, justement, que la signature du contrat va intervenir. Le modèle de contrat est naturellement joint au manuel à l'intention des soumissionnaires et les lauréats de chaque appel à candidature seront publiés sur le site web de l'Union africaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin en ce qui concerne la soumission à l'appel à proposition de projet du Fonds d'innovation de AGI, donc l'initiative germano-africaine pour la jeunesse. Mais pour vous permettre de faire une bonne soumission, je dois maintenant vous parler de comment remplir les différents annexes sur lesquels vous devez travailler. L'adresse sous laquelle vous devez postuler, c'est www.agi-application.org. Alors maintenant, je vais vous parler de comment vous devez remplir. Tirant leçon des erreurs que nous avons constatées lors du premier appel, nous tenons à vous montrer aussi comment il faut remplir les différentes annexes. Alors, s'agissant des renseignements administratifs requis, vous avez dans les différents formulaires des commentaires. Ces commentaires doivent être supprimés lorsque vous postulez. Lorsque vous présentez votre demande, vous devez supprimer les commentaires. Par exemple, en ce qui concerne les renseignements administratifs, vous avez Fonds d'innovation, AGI, formulaire de demande et grille d'évaluation. En commentaire, on vous dit le demandeur doit être enregistré. Il est possible de faire appel à une organisation mais enregistrée pour présenter une demande. Alors ça ne devrait plus rester dans votre proposition. C'est juste pour orienter qu'on a mis cela. Mais nous avons constaté que pendant le premier appel, les gens ont laissé tous ces commentaires dans le document, ce qui n'est pas du tout élégant en ce qui concerne votre demande. Donc, vous avez vu, on a mis le numéro de la demande. C'est simplement, on dit que c'est attribué automatiquement par le système. Et ça, on ne va pas laisser ce commentaire dans la demande. Lorsque vous avez soumissionné et que votre demande a été enregistrée, vous portez le numéro que le système vous a délivré. La date et l'heure de réception, ça aussi, c'est attribué automatiquement. Donc, vous le mettez sur votre demande, puisque vous le recevez automatiquement. Alors, type d'organisme demandeur. Le commentaire dit, veuillez cocher le type d'organisme demandeur. Donc ça doit être, le commentaire doit être enlevé. Et vous devez maintenant savoir
quel type d'organisation vous êtes. Est-ce que vous êtes une organisation d'alumni ou bien vous êtes un organisme d'accueil ou d'envoi d'échange, de volontariat et d'échange? Est-ce que vous êtes une organisation enregistrée d'alumni? Si c'est le cas, vous devez fournir une brève description de l'idée du projet et le nom de l'organisation de jeunesse germano-africain prévu comme partenaire lorsqu'il s'agit donc d'une nouvelle initiative en ce qui concerne la coopération dans le domaine du volontariat et les échanges avec l'Allemagne. Alors, il y a les renseignements administratifs. Les renseignements administratifs, c'est le contact et les coordonnées du candidat. Donc, vous avez le titre de l'action, le nom de l'organisation, le pays où l'action sera mise en œuvre. Il peut s'agir du Bénin, du Togo, du Ghana, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie ou de l'Allemagne. Pays de mise en œuvre. Alors, maintenant, on vous demande des renseignements sur le candidat. Donc, quel est le nom de l'organisme demandeur? Quelle est sa forme juridique? Et quelle est la preuve d'inscription? Et ça, c'est à, disons, charger sur le site. Donc, les statuts et autres seront vérifiés lorsque l'organisme sera présélectionné. Quel est le pays d'enregistrement du demandeur? Il peut s'agir, comme je vous l'ai dit tantôt, du Bénin, du Ghana, du Togo, de l'Afrique du Sud ou de la Tanzanie. Et quel est le membre de l'organisation qui est responsable de l'action? Donc, nom, prénom, tel que cela figure sur les documents d'identité nationaux, tels que passeport ou carte d'identité. Les cartes d'électeurs, en ce qui concerne les Béninois, ne sont pas admis. Ce n'est pas un document d'identité nationale. C'est juste une carte d'électeur. Il y en a qui fournissent leur numéro de carte d'électeur. Ce n'est pas valable. Il s'agit également de l'adresse physique de domicile tel que cela figure sur le document d'identité. Également l'adresse physique ou à utiliser pour les services de messagerie, les visites sur place. C'est-à-dire, si on vous envoie un courrier de l'Allemagne ou bien de je ne sais où, on doit pouvoir vous identifier physiquement et vous porter le courrier. Donc, c'est à quelle adresse? Il faudra le préciser. Si on doit visiter votre organisme, là où il se situe exactement, c'est ça qu'il faut porter dans cette case. Alors, on a parlé également du téléphone fixe, la ligne fixe. Si cela est disponible, si cela n'est pas disponible, il faut mettre sans objet. Il ne faut pas mettre un numéro de GSM, parce qu'on a parlé de ligne fixe. Le numéro de GSM ou numéro de portable, cela vient après. Et après, il y a l'adresse électronique. L'adresse électronique. Donc, c'est, disons, l'adresse email du candidat. Les individus sont-ils prévus pour mettre en œuvre l'action dans le groupe d'âge prescrit, c'est-à-dire de 14 à 35 ans. Et ceci est valable uniquement pour le guichet de financement, soutien aux structures ou réseaux d'alumni. Maintenant, dans le domaine de la gestion et de la comptabilité, nous devons... Voilà, là, il y a un commentaire. C'est juste pour orienter. Donc, ça doit être enlevé donc, du document. L'action proposée est également financée par une autre organisation. Vous répondez par oui ou par non et vous mettez vos commentaires si nécessaire. On dit en commentaire, dans l'affirmative, veuillez cocher la case oui et fournir des informations dans la colonne commentaire. Ça, c'est juste pour orienter. Donc, tous les commentaires qui sont en italique là doivent être enlevés du document lorsque le soumissionnaire présente sa demande. Le demandeur dispose-t-il d'un système comptable conforme aux normes juridiques nationales et ce système comptable est-il utilisé pour un personnel qualifié, par un personnel qualifié? C'est-à-dire, vous avez un système comptable en place, vous avez quelqu'un qui est un
spécialiste de la comptabilité et qui tient la comptabilité de l'organisation. Donc, vous devez répondre par oui ou par non. Et ces informations, on va les vérifier après sur le terrain pour voir si cela est conforme aux déclarations que vous avez faites donc dans demande de renseignement. En ce qui concerne les achats et les passations de marché, vous devez également disposer d'un manuel qui donne les lignes directrices de l'organisation en matière d'approvisionnement et de passation de marché. Cela est très important. Est-ce que vous disposez d'un système de contrôle interne et est-ce que les auditeurs auditent vos comptes annuellement? Et ça aussi, il faut apporter la précision. Et si vous n'avez pas un système de contrôle interne, vous devez au moins chaque année organiser un audit de l'organisation ou bien tous les 2 ans. Vous devez disposer des rapports des auditeurs et à la demande, vous devez nous les fournir. Confirmation de la lutte contre la corruption. Le demandeur confirme qu'il ne tentera pas d'obtenir des renseignements confidentiels du comité ou d'influencer le comité d'évaluation ou l'autorité contractante au cours du processus d'évaluation des demandes. Et il doit se conformer également à toutes les lois et réglementations applicables au code relatif à la lutte contre la fraude et la corruption. Et c'est là, à ce niveau, mon commentaire est que c'est juste, et il ne s'agit pas de faire une déclaration pour dire oui, non. Mais vos faits et gestes doivent prouver qu'effectivement, vous êtes engagé pour la lutte contre la corruption. Lorsque vous passez des marchés et que vous les donnez à vos amis ou bien à vos parents, et vous n'êtes pas en train de prouver par là que vous êtes engagé contre la lutte, vous êtes engagé dans la lutte contre la corruption et la fraude. Donc il faudra veiller surtout à cela et ne pas juste faire des déclarations. Alors, le nombre total de membres d'un groupe de jeunes non inscrits est d'au moins 3, donc jeunes de 14 à 35 ans. Donc si une organisation parente devrait parrainer des groupes de jeunes alumni, les alumni là doivent être au moins 3. S'ils sont 2, ce n'est pas valable. Alors, personne ressource du groupe de jeunes non inscrits. Mais là, on revient un peu à ce qu'on avait fait avant. Donc, on donne le nom, le prénom, tel qu'il figure sur les documents d'identité. Et je reprécise qu'il peut s'agir de passeport ou bien de carte d'identité nationale. Alors, quel est le numéro de la carte d'identité, l'adresse physique comme indiqué sur la pièce d'identité, la fonction dans l'organisation et l'adresse physique qui sera utilisée pour le dépôt des courriers et également là où on doit se rendre si on devrait les visiter. Alors, en ce qui concerne les numéros de téléphone fixe, si vous en avez, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous mettez sans objet. Numéro de portable et le numéro, l'adresse électronique email. Alors, type de groupe de jeunes, il peut s'agir d'organisations d'alumni non enregistrées et qui préparent un projet dans le cadre de l'échange de jeunes germano-africains. Le lien doit être explicitement mentionné dans la proposition de projet. Les lignes de financement, là aussi, il y a, comme on l'avait dit, il y en avait 3. Donc, il faut véritablement préciser quelle est la fenêtre dans laquelle vous postulez. Il y en a 3. Donc, soit c'est un soutien aux structures ou réseaux d'alumni, soit c'est un projet relatif à des modèles et approches d'échange novateurs, ou bien c'est carrément donc une action communautaire dans votre localité. Il faut préciser que l'âge pour la première fenêtre, c'est de 14 à 35 ans et les autres, il n'y a pas de limite d'âge. Et pour chaque action, c'est 12 000 euros. Donc, c'est entre la fourchette de 2 000 euros à 12 000 euros. Ni plus, ni moins. Voilà. Et bon, les questions supplémentaires, c'est
comment avez-vous entendu parler de cet appel à proposition de projet? Soit c'est pas une organisation chargée de la mise en œuvre, soit c'est le TYC pour la Tanzanie, WESA pour l'Afrique du Sud et pour le Bénin, le réseau Agi Bénin. Alors, il peut s'agir également de réseaux d'anciens élèves ou bien alumni ou bien par un bulletin d'information. Il peut s'agir également de sites web d'engagement global, ou bien de sites web d'IAGI, ou bien des médias sociaux, soit par les amis qui sont en contact avec l'une des organisations mentionnées ci-dessus. Alors, si ce n'est pas un autre canal que vous avez appris cela, vous pouvez le mentionner. Ça nous permettra vraiment de savoir comment est-ce que vous avez été informé. Alors, si vous avez reçu un appui, vous avez demandé un appui, bien le soutien des organismes d'exécution dans vos pays respectifs. Si vous l'avez reçu, vous devez pouvoir le mentionner. Et cette vidéo qui est en train d'être réalisée s'inscrit naturellement dans ce cadre-là. C'est comme un appui parce que là, on vous dit exactement ce que vous devez faire pour que vous puissiez réussir votre soumission. Alors, ce soutien vous a-t-il été utile? Vous devez le mentionner dans votre demande. Est-ce que vous avez des conseils concernant l'amélioration des services d'appui aux demandeurs? Vous pouvez aussi faire des propositions. Et en dernier ressort, on vous demande si vous connaissez le fonds d'innovation. Et vous devez le préciser. Depuis combien de temps vous connaissez le fonds d'innovation? Alors, l'autre chose, c'est le cadre logique. Comment est-ce que vous allez rédiger votre cadre logique? Et vous avez vu, quand on dit cadre logique, on a dit saisir l'action et le nom du demandeur. Il y en a qui laissent encore saisir l'action et le nom du demandeur. Non, c'est à renseigner. C'est à renseigner. Donc, vous mettez le renseignement et le cadre logique doit être présenté tel qu'il est. Tel que ça, parce que ça, c'est justement une proposition qui vous a été faite et c'est le format dans lequel le cadre logique doit être présenté. Si vous le présentez autrement, vous n'allez pas recevoir les points. Donc, il faut le présenter exactement comme il est sous ce format-là. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, ici, de quoi il s'agit? En ce qui concerne l'objectif, c'est le principal effet à moyen terme de l'intervention, axé sur les changements comportementaux ou institutionnels résultant de l'intervention. Quand il s'agit d'un projet, un projet est destiné à résoudre un problème. Et donc, il y a plusieurs méthodes naturellement. Vous pouvez utiliser l'arbre à problème, mais également utiliser le cadre logique tel que nous vous le proposons ici. Alors, donc, à partir de là, vous allez dire, puisque le problème est posé, qu'est-ce que vous pensez que ce problème, s'il est résolu, comment est-ce que la situation sera dans le futur? Et c'est ça, le principal objectif. Et les effets, c'est les résultats. C'est-à-dire, après votre action, quel est le résultat, quel est le changement qui sera observé au niveau de la cible que vous visez par votre intervention. Je vais dire juste un mot en ce qui concerne, disons, les valeurs cibles, les indicateurs d'abord. Les indicateurs, ils peuvent être des indicateurs d'activité ou bien des indicateurs de résultats, mais il faut, disons, bien choisir ces indicateurs-là pour qu'ils soient objectivement vérifiables et qu'ils soient aussi pertinents pour l'action que vous voulez mener. Et indiquer naturellement les sources et les moyens de vérification de ces indicateurs-là. Alors, s'agissant des hypothèses, je vous l'avais dit, c'est que si ce sont des facteurs qui sont hors de contrôle de la direction du projet et qui peuvent influencer négativement l'atteinte du résultat. Vous voyez, par exemple, vous avez un projet dans une zone qui pourrait être déclarée d'utilité publique. Si vous avez un projet comme ça,
et vous allez l'implanter dans une zone qui pourrait être déclarée d'utilité publique, c'est que votre projet pourrait ne pas aboutir. Donc, s'il y a une hypothèse pareille, vous devrez réellement réfléchir à ce qu'il faut faire pour changer d'option. Voilà. Alors, il s'agit maintenant du budget, et là, il faut le remplir exactement. Donc, vous avez le coût unitaire en devise locale, le nombre d'unités, le coût total, et le coût total en euros, et le pourcentage que cela représente en ce qui concerne le budget, et donner des justifications. Alors, pour le premier appel, nous avons constaté que les gens n'ont pas pu faire les conversions correctement. En ce qui concerne la parité fixe de l'euro avec le franc CFA, c'est tout simple, c'est 655,957. Donc, 1 euro égale 655,957 francs CFA. Et c'est sur cette base qu'il faudra, disons, faire les conversions et vérifier les calculs de manière horizontale et verticale pour ne pas, disons, faire des erreurs. Nous avons noté que certains ont été juste éliminés parce qu'ils avaient mal calculé, ils avaient fait mal leur calcul et ça ne donnait pas ce qui devrait être. Parce que, bon, la proposition dit que c'est 13 000 euros alors que c'est 12 000 euros qui sont 10 000 euros qui étaient proposés. Alors, vous avez les différentes rubriques budgétaires. Il faudra tenir compte des restrictions budgétaires qui ont été précisées en ce qui concerne les fournitures, les transports et puis les rémunérations. Pour le transport et les fournitures et consorts, il ne faut pas dépasser 50%. Si vous faites 50,01%, vous êtes éliminé parce que vous n'êtes pas dans la fourchette. Nous allons passer au plan de travail. Le modèle de plan de travail, c'est celui qui est proposé au niveau de l'activité. Donc, vous avez le résultat, vous saisissez votre résultat et vous décrivez les activités qui seront menées et naturellement, vous précisez à quelle période, sur les 5 mois, vous allez réaliser cette activité et qui est responsable. À ce niveau, il faut le dire, pour chaque action, il doit y avoir un responsable, pour chaque activité. Cela ne veut pas dire que le responsable est tout seul, mais il est en équipe, il y a des personnes impliquées, mais il y a quelqu'un qui doit être désigné et qui soit le responsable de l'action. Ça permet alors donc au moment de rendre compte, de savoir qui a bien travaillé et qui n'a pas fait son travail. Les documents servant de preuve de mise en œuvre doivent être également mentionnés pour permettre donc la vérification en temps opportun. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Ça, c'est le modèle de proposition, c'est l'annexe 5. C'est-à-dire quand vous avez travaillé avec le budget, le cadre logique et le plan de travail, vous pouvez maintenant rédiger une littérature de votre projet. Donc là, on nous dit la proposition de projet, c'est Ariel qu'il faut utiliser. Police Ariel. Point 11. Le numéro de page doit être inséré. Ça, c'est très important. C'est 5 pages et demi maximum en ce qui concerne, disons, l'écriture du projet. Et naturellement, si c'est 5 pages et demi, ça veut dire que le document sera numéroté de page 1 à page 6. Vous devez télécharger les annexes, c'est-à-dire le cadre logique, le plan de travail, le budget, après avoir rempli les modèles pertinents fournis. Le lieu et le calendrier doivent être indiqués, le lieu de l'action, c'est-à-dire que vous pouvez être à Djougou, mais vous désirez donc de mener l'action à Cotonou. Donc vous devez mentionner là où l'action va être menée et quelle doit être la durée de l'action. Il y a les informations de base en ce qui concerne la description du groupe cible, la situation actuelle du groupe cible et ça, il faut le dire, quelle est la situation et qu'est-ce que le groupe est en train de vivre comme problème
qu'on cherche à résoudre. Et quel est le résultat à atteindre par l'action pour le groupe cible? Quels sont les indicateurs de changement attendus par le groupe cible? Quelles sont les activités liées aux résultats escomptés? Quelles sont les hypothèses? On a déjà expliqué tout ceci. La méthodologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rendre votre action innovante? Qu'est-ce qui la rend innovante? Comment est-ce que vous allez vous organiser avec le partenaire et la collaboration avec d'autres parties prenantes pour que l'action soit menée convenablement? Et comment est-ce que vous vous organisez pour la gestion de l'action, c'est-à-dire les affectations du personnel du projet, pour la mise en œuvre des activités, le suivi, les acquisitions, les passations de marché, les achats, la budgétisation, le suivi budgétaire surtout, et la comptabilité. Rappelez-vous, si vous ne faites pas un suivi de votre budget, vous allez faire un dépassement budgétaire sans le savoir, et ça pourrait compromettre vraiment la mise en œuvre de votre projet. Est-ce que vous prévoyez un apprentissage mutuel entre les différents acteurs tels que les jeunes, les communautés et d'autres? Il faudra donner toutes ces précisions dans la méthodologie. Pour ne pas trahir un secret, la méthodologie a pris tellement de place lorsque nous étions en train d'examiner les premières soumissions résultant du premier appel à proposition de projet. Et faites attention pour ne pas dépasser les limites de pages qui sont autorisées, c'est 5 pages et demie. Il ne faut pas dépasser cela. En ce qui concerne la cohérence, c'est vraiment de décrire quel est le lien entre l'action que vous voulez mener et les objectifs de développement durable de l'Union africaine et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, quel est le lien? Naturellement, dans les annexes 10, vous allez avoir les objectifs de développement durable et les objectifs et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La durabilité, c'est la suite après la fin de votre action. Comment votre projet va se poursuivre après la première phase dans le cadre des AGI et quelles sont les mesures qui sont envisagées pour assurer la durabilité du projet. L'extensibilité et le potentiel de réplication. Est-ce que votre projet peut être répliqué dans un autre contexte ou bien à un autre endroit, etc. Il faudra vraiment préciser tout ceci. Et le suivi est très important. Là aussi, il y a un commentaire qui devrait partir. C'est comment allez-vous surveiller et dans quelle mesure le résultat escompté a été atteint. Donc, vous devez faire la collecte des données au fur et à mesure pour pouvoir, justifier le résultat. Alors, la justification du budget, c'est en réalité de dire comment est-ce que, pourquoi il faut ce budget, dans quelle mesure, si ce budget n'était pas disponible, quelles sont les implications éventuelles et qui vont compromettre, la mise en œuvre du projet. Ça, c'est très important à préciser. Bon, on vous avait dit aussi que pendant que vous êtes en train de réaliser votre projet, vous devez jeter un coup d'œil sur la grille d'évaluation pour voir si votre projet est dans cette, remplit réellement les critères d'éligibilité qui sont définis. Donc, ici, vous avez, on vous dit dans la grille d'évaluation comment vous serez noté. Donc, il faudra toujours jeter un coup d'œil pour voir de quelle manière vous serez noté et regarder les aspects importants qui sont surtout dans cette grille d'évaluation et, leur accorder l'importance nécessaire dans la rédaction du projet. Donc, nous allons passer à l'autre annexe. Ça concerne justement si vous réussissez finalement à passer le cap, on va signer avec vous une convention et vous avez le modèle de convention donc dans les annexes du projet. Également, en ce qui concerne les rapports, et ça concerne surtout ceux qui ont déjà gagné le projet, comment ils vont faire le rapportage, etc. Donc, vous pouvez déjà prendre connaissance de ces choses en étant positif que vous allez gagner,
projet. Alors ici, c'est le registre de contrôle d'éligibilité commerciaux et légaux des bénéficiaires potentiels. Lorsqu'il s'agit d'une subvention de la GIZ, nous devons vérifier si vous êtes réellement capable. Vous avez un dispositif organisationnel et financier pour pouvoir gérer les ressources de la GIZ. Donc, il y a des critères d'éligibilité. Il y a la forme juridique de l'institution que nous allons apprécier à travers, disons, les documents que vous allez nous fournir. Nous allons vous demander un certain nombre de documents qui doivent être disponibles sur place et ça nous permet donc de savoir si vous êtes légalement établi, si vous remplissez les conditions juridiques qu'il faut. Ensuite, il y a le statut d'utilité publique. Si vous avez un statut d'utilité publique, vous devez le déclarer parce que vous savez, il y a des organisations qui sont déclarées d'utilité publique, donc ils bénéficient de l'appui du gouvernement en cette matière. Donc, vous devez pouvoir nous renseigner sur votre statut d'utilité publique. Également, dans le domaine de la comptabilité, nous allons vérifier si vous avez un système comptable en place et si ce système comptable est conforme aux normes nationales ou internationales. Ça dépend donc de l'importance des sommes qui sont en jeu. Donc, nous allons vérifier tout cela et voir si vous êtes conforme, vous avez un budget annuel, si vous disposez des états financiers annuels, etc. Et est-ce que les personnes habilitées, si c'est les personnes habilitées qui les ont établis, oui ou non. Nous allons vérifier également le contrôle. Nous allons faire une évaluation de votre système de contrôle interne et voir si ce qui est prévu est respecté dans la pratique. Donc, est-ce qu'il y a un manuel de procédure? Est-ce que quelle est la qualité du contrôle interne? Et éventuellement, si vous avez des auditeurs, si les auditeurs viennent faire leur travail annuellement ou périodiquement pour, disons, confirmer que ce que vous avez fait est... Nous pouvons faire également d'autres vérifications complémentaires lorsque cela est nécessaire, notamment en ce qui concerne l'identité du membre signataire. On va vous demander de nous fournir une copie peut-être de votre acte, de votre carte d'identité nationale ou bien de votre passeport. Et lorsqu'il s'agit d'un groupe de jeunes non enregistrés qui opèrent sous l'égide d'une organisation mère, nous allons vérifier également l'identité de la personne ressource du groupe de jeunes non enregistrés. Et donc tout ça, c'est lorsque vous avez produit votre document et nous l'avons analysé et vous avez été sélectionné, on va faire ce contrôle-là avant de mettre en place un contrat. Naturellement, les personnes qui vont recevoir un supplément de rémunération parce que ces personnes travaillent déjà dans le projet et sont identifiées, reconnues comme telles. Ces personnes-là, vous allez nous fournir leur liste, le montant, naturellement, quel est le type d'organisation, et le contrat avec l'organisation, leur nom, leur fonction et le montant des sommes qu'ils vont recevoir en complément de leur rémunération habituelle. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la légalité et tout. En gros, vous pouvez voir un peu les objectifs, les ODD qu'on sort en annexe 10. Vous avez vu, il y a 17 objectifs durables que vous pouvez consulter sur Internet. Mais on vous le fournit également dans le document que vous pouvez télécharger naturellement sur le site web qu'on vous a indiqué. Et tout ceci pour vous permettre de mieux vous imprégner des 10 objectifs et de l'agenda 2063 donc de l'Union africaine. Tout ceci est important pour mieux rédiger votre document. Nous espérons vous avoir vraiment aidé pour une meilleure compréhension du projet, de ses objectifs
et de ce qu'il faut faire exactement pour gagner. Donc c'est vraiment une compétition et c'est le meilleur qui va gagner. Et je vous souhaite déjà donc de pouvoir gagner naturellement en vous mettant au travail et en croyant que réellement vous êtes le meilleur et naturellement vous allez gagner et vous serez vraiment heureux comme nous aussi à la fin de ce projet.